va vous présenter maintenant la partie sur le code, toutes les fonctionnalités qu'on a implémentées. Donc on a deux composants, donc on a la LED RGB et clavier matriciel. Donc on a créé un fichier .c et .h pour chacun de ces composants. Donc on va d'abord voir la partie sur la LED RGB. Donc on va commencer par parler de sa structure. Donc, on a un tableau qui contient les 4 ports et les 4 numéros de pin qu'on a choisis au niveau du câblage. Donc c'est ce qui constitue notre structure. Donc au niveau de l'ordre dans le tableau, donc l'indice 0 ça correspond à la patte pour allumer la LED en rouge. Ensuite on a la cathode pour allumer en vert et enfin pour allumer en bleu. On a ensuite trois méthodes. Donc une méthode qui va nous permettre d'initialiser la LED RGB, une méthode qui va nous permettre d'allumer la LED en fonction de la patte. Donc si on veut activer l'indice 0, si on passe 0, on va activer la LED en rouge. Si on met le 2 par exemple, ça va être en bleu, en vert et le troisième en bleu. Là c'est pour éteindre, c'est l'inverse de la méthode précédente. Donc dans cette méthode, on va initialiser la LED RGB, donc on va affecter les valeurs dans la structure, donc les valeurs des ports et des pins qu'on a configurés. Donc on commence par affecter les valeurs comme je viens de le dire, en fonction donc dans la boucle. Ensuite on détermine le port et on va configurer le port en activant l'horloge, et ensuite on configure le port avec en mode sortie. Donc là on retire la valeur précédente et là on affecte en sortie. Ensuite la méthode LED RGB, elle va nous permettre avec le registre ODR de mettre une valeur à 1 avec le pipe aussi également pour activer en fonction du numéro passé ici. Donc si on met number 0, on va activer la LED RGB, on va activer la patte ou 0, donc c'est allumé en rouge par exemple. Et là on fait l'inverse. Avec le et commercial et le tilde, on va mettre une 0 dans le registre ODR pour éteindre la LED en fonction du canal choisi. Donc maintenant on va passer au clavier matriciel, donc le fichier .h. Donc on a une structure qui est composée de 4 tableaux. Donc la première, donc celle-ci, elle va contenir les ports pour les lignes, les ports GPO choisis. Ensuite là on va voir les numéros de pins qui ont été sélectionnés pour les lignes également. Et là ça va être la même chose mais pour les colonnes. Donc on va avoir 4 méthodes. Donc la première, ça va être pour initialiser le clavier, affecter les valeurs à la structure. La suivante, ça va être pour récupérer la valeur sur laquelle on a cliqué dans le clavier. Cette méthode-là, elle va permettre d'activer l'interruption, configurer l'interruption sur le clavier lorsqu'on va appuyer sur une touche. Et enfin, cette dernière méthode, elle nous permet de transformer l'indice de la position où on est sur le clavier en hexadécimal qui correspond à la véritable valeur. Donc dans le fichier keymap.c, donc on va commencer par parler de l'initialisation du clavier. Donc on va faire une boucle qui va parcourir nos différents tableaux. Donc on va affecter les bonnes variables, donc les bons numéros de port, les bons ports et les bons numéros de pin pour à la fois la ligne et la colonne. Ensuite on récupère les ports et on va activer l'horloge pour pouvoir les configurer. Donc on va configurer les lignes en sortie, comme on peut le voir juste ici. Et au contrario, on va configurer les ports en entrée, qu'on peut voir juste là. Ensuite, on va configurer les colonnes, on va les configurer en mode pull-up avec le registre PUPDR où on va mettre la valeur 1. La méthode suivante va nous permettre de récupérer la valeur sur laquelle on a appuyé sur le clavier, sur la touche sur laquelle on a appuyé. Donc pour commencer, donc là c'est la int qui égale 255, ça va être la valeur par défaut, si jamais on n'a jamais appuyé sur une touche de clavier. Ensuite on va faire une boucle, on va mettre à 1 toutes les lignes, donc ça va être pour l'activer en mode pull-up, donc ça on va faire ça avec le registre ODR. Ensuite on va parcourir chacune de nos lignes, on va mettre la ligne avec une valeur à 0, et on va parcourir ensuite les colonnes.
Si on trouve une colonne avec son registre qui est égal à 0, ben, ça veut dire qu'on a appuyé sur le clavier. Et ensuite, si jamais on n'a pas trouvé la touche sur laquelle on a appuyé sur la première ligne, par exemple, on va passer à la seconde, mais juste avant, on remet la ligne à 1. Enfin, on retourne la valeur de la valeur hexadécimale sur la touche qu'on a appuyée. Donc cette méthode-ci, elle va nous permettre de retourner la vraie valeur en fonction de la position sur le clavier, donc parce qu'on va récupérer la position avec la variable x et on va retrouver sa vraie valeur hexadécimale. Donc cette dernière méthode, elle va nous permettre d'ajouter les interruptions sur le clavier. Donc pour commencer, on va prendre le bus APB2 et on va lui activer l'horloge du 6 CFG. Ensuite, on va faire une boucle pour chacun. On va récupérer notre numéro de port et on va également récupérer l'index du registre XT pour pouvoir configurer déjà en premier temps le registre XT par rapport au numéro de port qu'on choisit pour que notre port autorise les interruptions. Donc on va l'activer juste ici. Et ensuite, on active le front descendant avec le registre RTSR sur la pin. Et ensuite le NVIC, donc qui va servir de gestion pour tous les événements, les interruptions, les exceptions. On va lui ajouter une plage, donc la plage 4 à 15, qui est la dernière plage, et on va lui mettre un niveau d'intensité à 1, parce qu'on va voir que plus tard, dans le NVIC, on va mettre une priorité plus importante à 0, qui va être pour initialiser la LED toutes les 10 secondes. Donc cette priorité-là passera avant celle qu'on est en train de configurer maintenant. Donc maintenant, on va passer au fichier main.c. Donc là, on a toute la partie include. Donc on a également gardé les fichiers des composants de premier TP. On a toute la définition des signatures de nos méthodes. Ensuite, ici, on a l'initialisation de toutes nos variables. Si on descend dans le programme principal, le main, donc là, on peut voir qu'on va initialiser le clavier matriciel. Donc là, on va rentrer les ports qu'on a choisis au moment du branchage. Et on va choisir le numéro de pin correspondante. Pareil pour les colonnes, on fait exactement la même chose. Et on va appeler la méthode d'initialisation du clavier qui va affecter les valeurs dans la structure et qui va nous configurer l'horloge. Ensuite, on va avoir la méthode keymap enable IRQ qui va nous permettre de pouvoir d'ajouter des interruptions sur le clavier. Et on va préciser aussi qu'on utilise une trigger à falling. Ensuite, on va voir l'initialisation de la LED RGB, donc c'est le même principe qu'avec le clavier. On précise les ports GPIO qu'on a utilisés et enfin les numéros de pin également qu'on a utilisés. Ensuite, on va pouvoir appeler la méthode LED RGB qui va affecter les bonnes valeurs qu'on a passées ici dans la structure et qui va configurer l'horloge et les ports. Ensuite, on va avoir deux méthodes qui vont nous permettre de configurer deux timers. Donc nous, on a choisi le timer 6 et le timer 2. Donc le timer 6, ça va être pour réinitialiser toutes les 10 secondes la LED, pour l'éteindre complètement et réinitialiser le mot de passe. Et le team 2, c'était pour ajouter la fonctionnalité de changement de l'intensité de la LED rouge pour qu'il y ait plusieurs niveaux d'intensité. Donc c'était ce timer-là qui gérait ça. Tout comme la méthode alternate function, ADC unit et le PWM. Mais on n'a pas réussi à faire marcher cette fonctionnalité, mais on a quand même laissé le code pour vous présenter. Donc on va parler de la méthode du convertisseur analogique numérique, donc l'ADC. Donc on va d'abord, dans le bus APB2, on va activer l'horloge de ADC et on va activer aussi l'horloge pour le port GPIO pour le configurer en mode ADC. On va activer le statut de l'horloge et on va surtout préciser qu'on est en conversion continue. Ensuite, on va voir la partie résolution, donc on va choisir le nombre de bits qu'on veut utiliser pour la conversion, donc soit 12, soit 10, soit 8 ou 6. Et dans le registre CFGR1, on va mettre la bonne valeur correspondante en fonction de la résolution choisie.
Donc ensuite on choisit notre canal. Donc là on met un bit 1 dans le registre CH CLER. Et enfin on active le convertisseur avec le registre CR. La méthode suivante, le PWM, on va s'en servir en commençant, on va configurer dans le registre CCMR1, on va mettre le canal 1, on va presser comme ça le canal 1. Ensuite, on va activer la sortie sur le canal. On va ensuite calculer l'auto-reload et le prescalaire. Donc si jamais on a besoin de diviser les fréquences, si l'auto-reload est supérieur à cette valeur, on va changer la valeur du prescalaire. Et on affecte la valeur du prescalaire avec l'auto-reload dans les registres PSC et ARR. Ensuite, on a la valeur du registre CCR2 qui nous permet de calculer le cycle. Donc on veut l'affecter la valeur qu'on a calculée dans le registre CCR2. Et enfin, on active le timer avec le registre CR1. La méthode suivante, elle nous permet d'activer une fonction, pour ajouter une fonction alternative sur un port. Donc on commence par activer l'horloge du port en récupérant le numéro du port et on active son horloge pour qu'on puisse appeler la fonction alternative, pour qu'on puisse configurer et utiliser une fonction alternative. Ensuite, dans le registre modère, on va le configurer en 1.0 pour qu'on puisse utiliser la fonction alternative. Et ensuite, en fonction du numéro de PIN, on va affecter dans le registre AFR, on affecte la bonne variable. Maintenant, on va voir la méthode time6 IRQHandler qui va nous permettre de gérer l'événement sur le timer 6. Donc pour commencer, on remet le flag à 0, on réinitialise le flag pour éviter qu'on fasse une boucle infinie dans cette méthode. Donc cette méthode, du coup, on va incrémenter un compteur et quand il arrive à 10, on va réinitialiser la LED et le mot de passe. Ensuite, on a une autre méthode, réinitialiser canaux LED, qui va éteindre toutes les LED, toutes les pads tous les canaux de la LED. On a la méthode teamconfig qui va nous permettre de configurer le timer. Du coup, on a configuré deux dans notre projet, le timer 6 et le timer 2. Donc, on a activé le timer 2 du bus APB1. On active son horloge et on va ajouter cet événement au registre au gestionnaire d'interruption NVIC. Et on va mettre une priorité à 0 parce qu'on veut que cet événement soit prioritaire par rapport au fait d'appuyer sur une touche. Ensuite, on calcule le prescalaire et la fréquence. On les met dans le bon registre. On active le timer et on le lance. Ensuite, on va voir la méthode X415IRQHandler qui va nous permettre de configurer les éléments de la plage 4 à 15, donc qui est la dernière plage sur les 3 existantes. Donc, ce qu'on va faire, à chaque fois cet événement est appelé, chaque fois qu'une interruption est appelée entre la page 4 et 15, on va réinitialiser le bon flag en fonction du numéro passé. Et ensuite, on va effectuer la vérification du password. Donc, on va regarder si le password est sécurisé. En fonction de sa sécurité, on allume d'une ou d'une autre couleur la LED. Donc là, on a la méthode effectuer vérification password qui, en fonction du niveau de sécurité du mot de passe, va allumer la LED. Donc là, on récupère la touche appuyée. Donc si on n'a jamais appuyé, la part de vous sera 255. Et sinon, on a une condition qui nous permet d'éviter des boucles infinies. Les rebonds, on les gère en ajoutant un petit délai de 20 millisecondes. Au cas où qu'on appuie mal sur la touche, on appuie trop longtemps pour que ça prenne plusieurs fois la même touche au même moment. On ajoute la valeur du password pour qu'on puisse avoir la somme des mots de passe. On initie les canaux, à 0 la LED pour pas qu'elle soit allumée. Et ensuite, en fonction de la sécurité, donc on va allumer la LED. Ok, cette partie-là, le MW, mon fonction de passe, c'était pour faire varier l'intensité de la LED rouge. On peut réussir à le faire fonctionner correctement.
Ensuite, on a la méthode password is secured, qui en fonction de la taille du mot de passe et la somme de toutes les valeurs entrées, va retourner un niveau de sécurité, et en fonction de ce niveau de sécurité, on va allumer la LED d'une autre couleur. On a cette méthode qui est la dernière méthode qu'on a créée, que je vais vous présenter plutôt, qui ajoute la valeur du mot de passe, toutes les valeurs du mot de passe. Chaque fois qu'on appuie sur une touche, ça incrémente la valeur, et ce qui va nous permettre de faire dans les vérifications.